À force d'aborder, de s'intéresser à l'histoire du mouvement ouvrier, il fallait fatalement qu'on vous cause à un moment donné d'une référence incontournable, la Commune de Paris. Afin de faire les choses à peu près proprement, on va, une fois n'est pas coutume, prendre le temps. C'est donc parti pour le premier d'une série de 3 épisodes. Avant de vous narrer la Commune de Paris, il est nécessaire de revenir sur son contexte. Cela implique donc de commencer notre histoire non pas en 1871, mais 20 ans plus tôt. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État. Il consolide sa dictature l'année suivante en rétablissant l'Empire, qu'il dirigera sous le nom de Napoléon III. La bourgeoisie peut enfin respirer. Ce second empire a définitivement enterré la Deuxième République, l'ordre sera assuré pour longtemps. Pourquoi tant d'inquiétude ? En 1848, la proclamation de la Seconde République avait conduit à une brève période d'euphorie. Or, les tensions avaient rapidement ressurgi jusqu'à connaître un dénouement tragique avec les fameuses journées de juin. Une insurrection ouvrière d'ampleur avait alors éclaté. La répression fut particulièrement brutale, plusieurs milliers de morts, 25 000 arrestations, 11 000 condamnations. Malgré l'ampleur de la répression, la bourgeoisie n'est pas rassurée. Depuis plus d'un demi-siècle, Paris est en effet devenue la capitale des insurrections. C'est nous le Grand Paris! C'est nous le Grand Paris! En 1789, les Parisiens avaient pris la Bastille. En 1792, ces mêmes Parisiens avaient décrété une première commune insurrectionnelle et s'étaient emparés du palais des Tuileries. Par le biais de cette commune insurrectionnelle, les révolutionnaires parisiens avaient de fait contrôlé la ville et fortement pesé sur les décisions de la Convention jusqu'à la chute de Robespierre en 1794. Le souffle révolutionnaire n'était pas ensuite totalement retombé, puisque l'année 1795 connaît 2 tentatives de soulèvement insurrectionnel d'inspiration montagnarde, les 12 Germinales et le premier prairial de l'an 3. La tradition révolutionnaire parisienne s'était ensuite réveillée en 1830. Les Parisiens se soulèvent alors contre le roi Charles X et le chassent du pouvoir. En 1832, une nouvelle insurrection éclate à Paris pour chasser le roi Louis-Philippe. Cette insurrection que Victor Hugo racontera dans son roman Les Misérables sera un échec. Mais en février 1848, une nouvelle révolution éclate à Paris et aboutit à la proclamation de la Deuxième République. Quelques mois plus tard, ce sont les fameuses journées de juin. Bref, on comprend que les partisans de l'ordre bourgeois se méfient de Paris. La dictature de Napoléon III semble cependant éloigner le spectre révolutionnaire. Sous le Second Empire, Paris se transforme, les grands boulevards percés sous l'impulsion du préfet Haussmann doivent permettre d'en finir avec l'urbanisme encore quasi médiéval de Paris. Marqué par des ruelles étroites propices aux insurrections et aux barricades, difficiles à prendre d'assaut, les populations les plus pauvres, jugées dangereuses, sont chassées du centre de la ville qui va regrouper les quartiers les plus aisés. On espère ainsi éloigner le danger. Néanmoins, la transformation de Paris ne suffit pas à écarter le péril révolutionnaire. Chassées du centre, les populations modestes de Paris s'agglutinent dans les quartiers périphériques du nord, de l'est et du sud. Leur nombre s'accroît sensiblement du fait du développement de l'industrie, de l'exode rural, mais aussi des grands travaux qui concentrent à Paris une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. Plus nombreuse, cette population est aussi plus dangereuse. Le mécontentement s'est accru du fait des déménagements forcés qui ont contraint les plus pauvres à s'entasser dans des taudis aux loyers exorbitants. Dans les quartiers populaires, la misère se développe. Malgré tous les efforts du régime pour orienter les résultats des élections, Paris s'affirme comme un bastion républicain. À côté des républicains modérés, les tendances plus radicales et socialistes s'affirment. On note ainsi la présence des partisans d'Auguste Blanqui, apôtre de l'insurrection, à qui l'on devra plus tard la fameuse formule « ni Dieu ni maître ». Les sociétés ouvrières connaissent aussi un certain essor. Quoiqu'assez marginal, on note aussi la présence d'une section parisienne de la Première Internationale. D'abord tenue par des proudhoniens très modérés, se méfiant de toute intervention politique, cette section parisienne change de direction dans les dernières années du Second Empire et est désormais animée par une équipe beaucoup plus radicale au sein de laquelle on retrouve un certain Eugène Varlin. En 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Cette guerre tourne rapidement à la débâcle pour la France. Lors de la bataille de Sedan, l'armée française est anéantie et Napoléon III est même fait prisonnier. À l'annonce du désastre, l'agitation gagne Paris. La Troisième République est proclamée, c'est la fin du régime napoléonien, le gouvernement de défense nationale mis en place ne parvient cependant pas à stopper l'invasion prussienne. À Paris, c'est l'effervescence révolutionnaire. On fait le parallèle avec 1792, l'année où la Première République avait été proclamée et où le sursaut patriote avait permis d'enrayer l'invasion étrangère. Lorsque les Prussiens assiègent Paris, une grande partie des troupes qui défendent la capitale est constituée par la garde nationale. Cette milice enrôle en masse les Parisiens, une certaine atmosphère démocratique règne au sein de cette garde nationale où les soldats élisent leurs propres officiers. Le siège de Paris s'avère particulièrement éprouvant.
Les Parisiens sont affamés, on en vient à manger des chats, des rats, des pigeons et même les animaux du jardin des plantes. Les Parisiens résistent, mais jugent que le gouvernement de défense nationale ne prend pas les mesures nécessaires pour gagner la guerre. L'extrême gauche révolutionnaire se réunit au sein d'un comité central des 20 arrondissements, au sein duquel se retrouvent les blanquistes comme Édouard Vaillant et des militants de la Première Internationale comme Paul Longet et Eugène Varlin. Le 7 janvier 1871, à l'initiative de ce comité central, une affiche rouge est placardée sur les murs de Paris. Elle appelle à la mise en place d'une commune révolutionnaire. Encore une fois, 1792 est dans toutes les têtes. La commune insurrectionnelle de 1792 avait été le bastion des sans-culottes et avait mis la Convention sous pression, facilitant ainsi l'arrivée au pouvoir des montagnards. La renaissance d'un tel organe, capable de faire pression sur le gouvernement, a de quoi faire rêver plus d'un révolutionnaire. Le 28 janvier 1871, le gouvernement de défense nationale signe l'armistice. Les Parisiens, qui ont enduré de nombreuses souffrances pendant le siège, s'estiment trahis. Le 8 février, des élections sont organisées pour désigner les députés qui siégeront à l'Assemblée. Les monarchistes qui se prononçaient pour la paix l'emportent largement. Ils ont pu compter sur l'influence des notables locaux dans les campagnes et sur la lassitude de la guerre. Paris, en revanche, a voté à une très nette majorité pour les républicains. La tension grandit entre le Paris républicain et révolutionnaire et l'Assemblée monarchiste qui a confié les rênes du gouvernement à Adolphe Thiers. Une série de mesures sont prises pour faire rentrer les Parisiens dans le rang. On supprime ainsi la solde des gardes nationaux qui constituait pourtant l'unique source de revenus pour de nombreuses familles. On décrète également que les loyers impayés depuis le déclenchement de la guerre peuvent être exigés immédiatement par les propriétaires. Cela revient à rejeter de nombreux Parisiens à la rue. De plus, on interdit plusieurs journaux révolutionnaires. Enfin, ultime provocation, l'Assemblée décide le 10 mars d'aller siéger à Versailles. Ça fait beaucoup là, non? Face au gouvernement, les Parisiens ont encore une carte à jouer, la garde nationale, qui a conservé ses armes et ses canons. Les différents bataillons se regroupent dans une fédération de la garde nationale. L'idée d'une fédération de gardes nationaux est encore un emprunt à la Révolution française. De là dérive l'appellation fédérée qui désignera les gardes nationaux, puis plus largement les partisans de la commune. Si les bataillons des arrondissements bourgeois ne participent pas à cette fédération, les bataillons des quartiers populaires y sont présents en masse. Les militants de la Première Internationale, puis ceux du comité central des 20 arrondissements, se rallient rapidement aux fédérés. Le gouvernement de Thiers n'entend pas laisser faire les fédérés. Le 18 mars au matin, la troupe est envoyée pour reprendre possession des canons de la garde nationale. Il s'agit de désarmer les révolutionnaires. Sur la butte de Montmartre, où sont entreposés plusieurs canons, la foule s'interpose pour empêcher les soldats du 88e régiment de ligne de s'emparer des canons. Il faut dire qu'à Montmartre, l'activité révolutionnaire est particulièrement intense, notamment grâce au comité de vigilance animé par Louise Michel et Théophile Ferré. Face au peuple qui s'agglutine, les soldats du 88e semblent hésiter. Certains lèvent la crosse de leur fusil en l'air en signe de désobéissance. Le général Lecomte ordonne alors de tirer sur la foule, il n'est pas obéi. Les soldats du 88e fraternisent définitivement avec la population. Le général Lecomte est alors arrêté et sera fusillé dans la journée en compagnie d'un autre général, Clément Thomas, qui avait participé à la répression des journées de juin en 1848. Avec un régiment mutiné et 2 généraux fusillés, un point de non-retour est désormais atteint, Paris se couvre de barricades, le gouvernement prend la fuite et se réfugie à Versailles. De nombreux grands bourgeois l'imitent. Paris est alors aux mains des insurgés, c'est le début de la Commune de Paris. Les bases sont désormais jetées, la suite au prochain épisode. Voilà.